en 2007 par Arte Science, Dans l'ombre du ciel, de Duncan Copp, dont je vous ai fait un résumé. Ce documentaire explique très bien comment plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. David Travis, climatologue américain, travaille sur l'écart thermique. Jerry Stanhill, biologiste anglais, immigré en Israël, mesure l'intensité du rayonnement solaire et constate qu'en 20 ans, il y a une très forte réduction de l'ensoleillement terrestre. Beate Lippers, climatologue allemande, fait la même constatation que Stanhill, mais sur les Alpes bavaroises. Michael Roderick et Braham Farquhar, deux biologistes australiens, travaillent sur le taux d'évaporation de l'eau et constatent le paradoxe entre le fait que cette évaporation diminue quand la température augmente. En fait, l'évaporation de l'eau dépend d'abord de l'ensoleillement. Ils concluent, eux aussi, que la lumière diminue et arrive exactement au même résultat que les Russes qui mesurent la baisse du rayonnement solaire depuis 30 ans. Donc qu'ils soient américains, anglais, israéliens, allemands, australiens ou russes, ils arrivent tous au même résultat. Pour les scientifiques, le Soleil lui-même ne peut être en cause et le facteur déclenchant se trouve forcément sur Terre. La communauté scientifique n'était visiblement pas prête à accepter l'idée qu'il y ait un phénomène d'obscurcissement planétaire. C'est David Travis qui entreprend, au lendemain du 11 septembre 2001, de collecter les températures à travers tout le pays. Les données venaient de plus de 5000 stations météo situées dans les zones frappées d'interdiction de vol et réparties sur 48 États. En 3 jours, l'écart thermique est de plus de 1 degré. Jamais on n'avait constaté un tel changement se produire aussi rapidement. C'est un phénomène climatique nouveau que les scientifiques appellent l'obscurcissement planétaire. Là, je comprends que non seulement nous allons vers un obscurcissement planétaire, mais que les traînées d'avions ont bien une influence sur le climat. Nous savons que la végétation et nous-mêmes avons besoin de lumière, de photosynthèse. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Ainsi a commencé mon questionnement. Je remonte l'information officielle. Que nous ont dit nos médias? La science et l'imagination vont souvent de pair. En s'inspirant de véritables phénomènes naturels, des chercheurs ont inventé des moyens pour stopper le réchauffement climatique. C'est de la géo-ingénierie. Pour l'instant, c'est encore un futur improbable. Tout d'abord, il faut dire que ces techniques n'existent que sur le papier. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Certaines sont d'ailleurs complètement irréalistes et d'autres, par contre, apparaissent plus faisables, même si les technologies n'existent pas encore. Il y a 2 catégories de techniques envisagées. La première consiste à réfléchir une partie du rayonnement solaire en interposant un écran entre la Terre et le Soleil. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Une première manière consisterait à injecter des particules dans la haute atmosphère de manière à réfléchir ce rayonnement solaire et à refroidir le climat à la manière de ce qui se passe lorsqu'il y a une grosse éruption volcanique. Une deuxième manière consisterait à injecter cette fois-ci des particules de sel marin dans la basse atmosphère de manière à rendre les nuages plus réfléchissants et à nouveau à refroidir la planète. Un deuxième problème, c'est que toutes ces particules ne restent pas dans l'atmosphère, elles retombent très rapidement et donc il faut les injecter en permanence. Et si un jour, pour une raison ou une autre, eh bien on arrête d'injecter ces particules, alors même qu'on a continué à émettre des gaz à effet de serre, eh bien on a un phénomène de rattrapage climatique très rapide où la planète va donc se réchauffer en une décennie de manière très importante. Là, ça a le mérite d'être clair. On comprend ce qu'est la géo-ingénierie et on comprend aussi comment elle nous est expliquée simplement pour notre avenir.
je décide de rencontrer quelqu'un particulièrement bien informé et connu pour ses avis documentés. Je me rapproche de Monsieur Patrice Ernu, économiste de formation, qui depuis l'université s'intéresse à l'écologie politique et notamment à la raréfaction des ressources. Dès les années 70, dans le cadre des travaux du Club de Rome, mais aussi avec d'autres universités, à Dauphine, à l'université de Harvard, il a travaillé sur un concept qui est devenu le concept du développement durable. Et dans la vie non économique, avec un groupe d'amis, il a tenté d'écologiser tous les partis politiques, les uns après les autres. Il a rédigé avec Jean-Michel Bélorget les aspects du programme « Changer la vie » du Parti socialiste, lesquels constituaient le premier programme environnemental. Il a été secrétaire général de Génération Écologie avec Brice Lalonde, vice-président du développement durable avec François Bayrou et l'un des 5 présidents fondateurs de l'UMP. Monsieur Patrice Ernu reste à mes yeux un des pères du mouvement écologiste. Alors la géo-ingénierie évidemment recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consistent à s'appuyer sur ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est-à-dire à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère, pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaires. C'est toute la question, en partie, sur les fameux chemtrails. Ça peut consister aussi à faire des parasols satellitaires immenses, comme des miroirs, pour renvoyer aussi le rayonnement solaire à due proportion de ce qui est possible. Et ça peut consister aussi en des procédés encore plus incertains et suspects, par exemple ce qu'on a appelé les procédés HARP. Moi, j'ai moi-même organisé avec des Nobel il y a quelques années des conférences sur le projet HARP américain, qui n'est pas un secret puisque les installations sont publiques, on sait exactement quels étaient les buts. Il y a aussi des objectifs de maîtrise du climat. L'idée est de créer des plasmas en haute atmosphère qui vont modifier par exemple les aurores boréales, ou même en créer d'artificielles, comme ça s'est tenté, qui vont modifier l'équilibre entre le CO2 et le H2O, ou renvoyer du rayonnement solaire, en particulier dans l'atmosphère. Le projet HARP n'a rien de mystérieux. Elle se fonde sur une découverte qui a maintenant plus de 60 ans, on appelle l'effet Casimir, qui a permis de découvrir que le vide n'existait pas. Donc dans le vide, il y a de l'énergie plasmatique qui est disponible, qu'on appelle l'énergie du vide ou au point zéro. Il y a de nombreuses expériences, y compris en France d'ailleurs, qui ont eu lieu. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas maîtriser cette production de ce qu'on appelle des clusters d'électrons. On ne sait pas maîtriser. Alors quand on fait des essais en haute atmosphère, par exemple sur les aurores boréales, on tire un peu au hasard, ça crée des aurores boréales, on essaie de voir les conséquences que ça peut avoir, mais on n'a jamais réussi à faire de ces clusters d'électrons quelque chose qui ressemble à un laser tout à fait maîtrisable et concentré. Parce que si on savait le faire, on pourrait créer des plasmas en haute atmosphère qui sont comme des nuages de réverbération. Ça peut servir à réverbérer dans des nanosecondes des communications militaires. Ça, il paraît que ça marche un peu. Mais ça peut servir aussi à renvoyer vers l'espace des radiations qui sont